Bonjour chers frères, bonjour chers compatriotes. Alors nous sommes en début d'après-midi. Il fait très froid dehors, c'est un automne assez complexe, vol d'oiseaux, gouttelettes de pluie, il pleut dans tout le Québec. Alors je suis venu attirer l'attention de la jeunesse africaine qui à mon avis est en danger face à ces dictatures institutionnalisées. Alors, nous avons fait un constat. D'abord, c'est que Sassou est le géniteur criminel de ces monarchies constitutionnelles à l'image de son grand frère Mobutu. On ne peut pas dire que Mobutu ait commis autant de crimes que Sassou Nguesso. Mais Mobutu également avait les velléités de conserver le pouvoir tant qu'il était vivant. Dieu étant le maître du temps et des circonstances, il a donc rattrapé Mobutu. Pardonnez-moi, je n'en suis pas heureux, mais je suis là pour évoquer les faits. Je ne crains rien. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il faut m'éliminer, ben, il a le droit de m'éliminer. Celui qui pense qu'il peut m'amener au tribunal, il n'a qu'à le faire. C'est ici l'occasion de remercier la science et la technologie qui nous a apporté le numérique. Et grâce au numérique, nous tous, nous pouvons être capables de faire des petites vidéos, apporter des informations, pas pour agresser qui que ce soit, mais pour éclairer l'opinion publique, donc comme étant des objecteurs de la conscience. Alors je disais tantôt que la jeunesse africaine est en danger face à ces dictatures qui, à mon avis, sortent des officines, une sorte d'institutionnalisation qu'ils vont finir par légaliser, mais au moyen de la terreur, au moyen de la barbarie, au moyen du crime organisé. Alors j'ai dit très haut que Sassou était le géniteur criminel de ces monarchies constitutionnelles. En ce moment, nous avons le cas d'école, celui du Congo-Brazzaville. Vous vous souvenez qu'il s'est passé à huis clos, un référendum qu'il avait organisé pour changer la constitution. Il a donné la mort à la jeunesse, mais beaucoup de jeunes. Il a accéléré avec des élections qu'il appelait anticipées. C'était pour prendre de court les autres, parce que c'était une course de fond. Il a voulu battre les opposants sur cette course de fond, mais l'opposition intérieure s'est organisée et a monté une technique intelligente, sortie vraiment d'une bureaucratie philosophique. Alors les élections ont été faites de manière apparemment normale parce qu'il n'y a pas eu d'incident. Celui qui a organisé les élections, donc Sassou et sa bande, lui, il était convaincu qu'il ne pourrait pas donner le temps à l'opposition de faire la campagne, mais l'opposition s'est organisée. Il a tout mis en œuvre pour bloquer les membres de l'opposition qui étaient intelligemment ordonnés et coordonnés, et que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit dans la Bouenza, dans le Niari, même dans le Nord. Mokoko qui a été bloqué, on lui a empêché d'avoir des vols spéciaux, mais il s'est arrangé à voyager dans les eaux. Par les fleuves, parce que pour aller dans le nord, c'est généralement de l'eau. C'est une zone qui est assez difficilement accessible. Mais Moukoko a fait de son mieux, il est allé battre en campagne de l'autre côté. Alors Sassou était surpris. Comme c'est un maître à danser, alors il s'est arrangé donc à organiser un huis clos. Mais dans la barbarie bien organisée, il commence par créer une situation au niveau du pôle, parce que là-bas c'est la pièce de théâtre qui réussit le mieux. Il sort avec ses idées vers Moigny, il crée une situation qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Alors avec ce huis clos où tout le monde était convaincu qu'il a échoué les élections, il va donc comme un rancunier viscéral, c'est-à-dire celui qui a une haine qui est enfouie dans son sang et dans toute sa pensée. Il s'est dit qu'il faut punir toutes les personnes qui ont aidé à lui donner les 8% qui deviennent le baptême de son nouveau nom, Sassou, 8%, etc. Je ne sais pas, il en a tellement. Alors, il va décider donc
d'exécuter de la torture. Jean Gwabi a subi une torture. Il semble qu'il a perdu la vue. Nous avons le camp récent de Kalakala, qu'il a fait torturer à mort. Ils l'ont laissé pour mort, ils l'ont jeté. Et quelque part vers la mort, ça a été déjà dit. Nous n'allons pas rester longtemps là-dessus. Bien sûr que dans nos vidéos passées, nous avons parlé des tortures qu'il a fait subir. Également à Massamba Débat, il semble qu'il a jeté dans un enclos où il y avait des lions qui ont simplement bouffé son corps. Nous allons aller chercher le cas des jeunes qui ont été jetés dans un conteneur. C'est des types de tortures, mais alors morbides. Nous n'allons pas oublier le colonel Louembe. Qu'importe ce que les gens vont penser, le colonel Louembe également a subi des tortures en tant que Congolais, ayant connu cet homme et l'ayant aimé. Mais je viens librement parler de lui. Si ça dérange quelqu'un, ça n'engagera que lui. Il y a tant d'autres personnes, Marien Gwabi lui-même, le fait qu'on lui ait cisaillé la carotide, mais ça c'est une torture extrême. Nous allons parler du cardinal Émile Bliainda, qui a été enterré vivant. Donc un cardinal qui a été enterré vivant. Je ne sais pas quel est ce type de justice. L'Église catholique n'a rien dit. La prétendue communauté internationale n'a rien dit. Attendez, je vais vous dire une chose, chers bien-aimés, chers compatriotes. Moi, je ne crains pas de perdre ma vie. Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui craint de perdre sa vie la perdra. Et moi, je vous la donne en holocauste. Faites-en ce que vous voulez, mais tant que je suis vivant, je viendrai dénoncer ce genre de méchanceté antérieure et récente. Vous avez bien vu le corps de Kalakala, comment il a été massacré. Regardez la colonne vertébrale de Kalakala, comment toute sa colonne vertébrale est apparue. Mais cela, c'est des crimes. Mais vous voyez-vous, mais la stratégie actuelle va être maintenant de constater que lui, Sassou Nguesso, dans sa constitution qu'il appelait Nouvelle République, il n'y a pas de poursuite contre les crimes économiques, il n'y a pas de poursuite contre les crimes, les assassinats et autres crimes qu'il est en train de perpétrer. Non, il n'y a pas de poursuite. Pas du tout. Il ne faut pas le poursuivre. Il a raison de tuer, il a raison de torturer, il a raison de faire quoi que ce soit. Ceux qui ont des cas avec des preuves ont peur de le poursuivre sous prétexte qu'il serait tué. Mais quelles que soient les circonstances, nous mourrons tous. Oui, nous avons la responsabilité de protéger les plus faibles. Parce que quelque part, il y a toujours des plus faibles. Mais que doivent faire ceux-là qui apparemment seraient forts? Que doivent-ils faire? Regardons le cas de la Côte d'Ivoire. Ouattara également est en train de proposer une nouvelle constitution. Il savait qu'il a la majorité à l'Assemblée. Et quand il amène ce bout de papier au niveau de la population, mais qu'importe le résultat qui sortira de la population, il va proclamer sa victoire et il va donc dicter un comportement selon le plan qu'il s'est mis dans la tête. Nous avons vu au Burundi, Nkurunziza également avait un plan bien déterminé. Il s'est dit qu'il va rester au pouvoir, qu'importe ce qui va arriver. Il s'est organisé, il a massacré les gens. Il n'y a rien eu, c'est normal, on peut tuer, on peut massacrer. Il n'y a personne qui peut s'en émouvoir. Au Gabon, mais c'est un cas récent. Vous avez vu comment Bongo a terrorisé le pauvre Ping, aller massacrer les gens dans le quartier général de Ping. Il est allé exécuter parce qu'il sait qu'il ne serait pas reprimé. Il sait qu'il n'y a pas de justice. C'est pour cela que vous allez remarquer que tous commenceront, et il y a déjà un début, ils vont bientôt tous quitter la CPI qui certes n'est pas honnête, n'est pas loyale dans ses jugements. Parce qu'il semble qu'ils n'ont amené à la CPI que la majorité des Noirs. Mais je me souviens qu'il y a eu les Milosevic et autres également qui ne sont pas des Noirs. Donc il n'y a que les coupables qui ont peur de la CPI. Et il y a aussi cette CPI qui doit se regarder dans un miroir pour comprendre qu'ils ne sont peut-être en train de faire un travail injuste en ce qui concerne le cas de Gbagbo. Parce que Gbagbo, en réalité, est en train de connaître un jugement lequel l'histoire rendra un autre jugement. Le cas de la RDC également, vous voyez ce que Kabila est en train de faire de l'autre côté. Mais il est en train d'utiliser des stratagèmes pour demeurer. Mais s'il savait qu'il faut 2 ans ou 1 an et quelques mois pour pouvoir préparer les conditions d'une bonne élection, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait antérieurement?
Pourquoi a-t-il attendu d'arriver à quelques mois de la fin de son mandat pour déclarer que finalement le délai est court pour organiser les élections? Vous voyez bien que c'est une tricherie. Je vais aller me projeter de manière comparative dans le cas de la Crimée, du Donbass, où le tsar, le félin Poutine, qui a une vieille dette d'honneur, il est en train de défier toute l'Europe et les États-Unis au fin de restaurer la fierté soviétique. Nous pouvons regarder également de l'autre côté les États-Unis, où nous avons le cas Trump. C'est un phénomène qui arrive comme ça, comme un bulldozer. Il bouscule tout sur son passage. Alors, est-ce que c'est un complexe d'infériorité ou de supériorité? À mon avis, c'est pipé à la base. Comparable, comme me disait ma grand-mère, à la colère d'une femme qui a été divorcée alors qu'elle ne l'attendait pas, ou qui a été répudiée pendant qu'elle pensait tromper son mari, ou abuser de son mari, ou vice-versa. L'homme qui a été finalement rejeté par sa femme parce que sa femme a constaté que cet homme avait une cuisse légère et se comportait de manière brutale. Ces genres de personnes, ils ont ce principe, ce complexe, à mon avis, d'infériorité. Mais ils vont se placer sur une base de supériorité, mais qui est complètement pipée, qui est complètement faux. Ils vont se laisser animer par cette frustration qui nourrit l'agressivité, finalement l'agression, les menaces, etc. Vous voyez, Trump ose anticiper à refuser les résultats qui sortiraient des urnes, à moins que ça soit le gagnant. C'est quand même honteux pour un homme qui veut prétendre diriger les États-Unis, même s'il n'a pas le charisme politique. Mais la politique, c'est comme un forgeron qui, au fur et à mesure qu'il forge, il prend de l'expertise et finalement, il prend un charisme et puis il peut devenir un bon chef. Poutine pourrait avoir le charisme d'un bon chef, mais il y a en lui certaines tares. Je n'ai pas le droit de le juger, mais je constate simplement qu'il y a en lui des tares. La colère, la légèreté, le manque de tempérance. Parce qu'un chef doit être posé. P-A-U-S-E, accent aigu. Un chef doit faire preuve de patience, de tempérance, de savoir, de connaissance. Donc il doit avoir une connaissance générale. Pour ne pas être surpris. Vous avez constaté que Poutine, dans le cas de Poutine, c'est un homme très posé. Il a le charisme d'un chef. Barack Obama, c'est un grand chef, il est très posé, il sait garder la tempérance, même dans les circonstances les plus difficiles. Alors quand on voit Madame Clinton, ce n'est pas que je la supporte, mais elle est plus présidentiable que Trump du point de vue du charisme et de la valeur intrinsèque. Alors, le tsar Poutine, ben, celui-là, c'est sans commentaire, c'est un grand chef. Il est parmi les meilleurs de notre temps. Mais à quoi nous renvoie tout ce cocktail? Mais il augure de l'apocalypse annoncé dans le livre de la Révélation, celui de la fin des temps. Finalement, nous allons aller d'opposition en opposition. Aujourd'hui, les États-Unis étant en expectative, donc à l'attente des élections, mais les autres vont en profiter parce que le système est en train de changer. Donc ce cycle est en train de tourner. La personne qui viendra au pouvoir, que ce soit Madame Clinton ou Trump, chacun ayant ses qualités et ses défauts, mais chacun apportera aux États-Unis, donc au monde, un bouleversement qui pourrait nous surprendre. Ceux qui ont des oreilles ont bien entendu. Parce que le tsar Poutine, en observant, pourrait être plus aisé de travailler avec M. Trump que de travailler avec Mme Clinton, qui, elle, a un leadership très élevé et n'accepterait pas que quiconque vienne l'écraser. Mais par contre, Trump, qui a également une nature à vouloir s'imposer, mais de manière quelque peu disparate, il serait plus gérable politiquement. Alors, en conclusion, nous avons démontré que la jeunesse africaine était en danger face à cette dictature institutionnalisée. Finalement, on est en train d'aller vers les monarchies constitutionnelles. Je parle bien des monarchies constitutionnelles. Les cas d'école, vous les avez
je les ai cités, mais malheureusement vous connaissez le risque de ces monarchies constitutionnelles, mais c'est d'apporter le crime économique, le crime humain et toutes sortes de dérapages qui mettent en difficulté les populations qui, à mon avis, sont les seuls dépositaires du pouvoir. Alors, la jeunesse de l'Afrique surtout, vous avez la responsabilité de changer ce paradigme. Si vous laissez ces dictatures imposer leur monarchie constitutionnelle, alors ne vous plaignez pas. Vous aurez pour craindre de mourir, accepter de souffrir. Mourir et souffrir sont des sœurs jumelles. Il y a des souffrances qui amènent à la mort. Vous avez vu le cas de Kalakala. Il faut vraiment une thérapie de cheval pour remettre cet homme en bonne santé. Et là encore, j'attire l'attention de la famille de Kalakala. Vous l'avez amené à l'hôpital général. Mais dans cet hôpital général, ce sont les gars du pouvoir de Sassou Nguesso qui contrôlent. Vous savez très bien qu'une petite piqûre suffit pour l'achever. Même si nous avons déjà les images, les preuves de cette barbarie, de ce terrorisme d'État. Mais il est important que vous protégez Kalakala. Si possible, demandez que Kalakala soit évacué, mais pas par ce gouvernement. Vous pouvez vous appuyer vers les ambassades des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, que sais-je. Il faut réagir pour évacuer immédiatement Kalakala, de peur que dans ce Congo-Brazzaville, dans l'état où je l'ai vu, et les photos qui circulent, alors je crains. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais si nous ne prenons garde, il n'aura pas de bons soins au niveau du Congo-Brazzaville, nous risquons de perdre cet homme d'une valeur. Alors lorsqu'on parle des hommes de valeur, personne ne peut venir nous interdire de parler d'un Congolais. Personne ne peut m'interdire de parler d'un Canadien tant que je n'insulte pas. Mais tant que je me réfère à des preuves, telles que le cas du colonel Louembe, j'ai des preuves, j'ai une source, j'ai des sources. J'ai même reçu un appel de Pointe-Noire où, à cause de cette vidéo, parce que j'en ai mis une deuxième, la première a été quelque peu supprimée avec une erreur de manipulation, mais j'ai essayé de remettre une deuxième, mais j'étais complètement aplati parce que cette vidéo, je l'ai faite au moment où j'étais en face des images monstrueuses qu'on a imposées sur le corps de Kalakala. Alors, je vais terminer par là. Je n'ai peur que de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Tout ce que je fais en bien, il me le rendra en bien. Tout ce que je fais en mal, il me le rendra en mal. C'est lui qui choisit le temps. Dieu m'a donné les arguments, donc la parole. Je l'utilise aujourd'hui du côté sociopolitique comme un besoin d'empathie, de compassion pour venir parler à la place de la majorité silencieuse. Celle-là qui est muselée, celle-là qui est terrorisée, celle-là qui est oppressée, celle-là qui ne peut pas avoir la possibilité de faire une vidéo comme je suis en train de le faire maintenant. Je ne craindrai pas que qui que ce soit m'amène devant un tribunal ou devant une cour martiale pour m'assassiner. Je ne craindrai pas cela parce que, quoi qu'il en soit, je mourrai. La parole de Dieu déclare également qu'il ne faut pas craindre ce qui tue le corps, mais il faut craindre ce qui tue l'esprit. Alors moi, je ne crains que ce qui tue l'esprit. Je vais terminer maintenant cette vidéo avec cette note d'espoir. Le jeûne, la prière, les invocations. Par invocation, j'entends me souvenir de mes grands-parents, mes ancêtres. Ils ont cru en Dieu. Ils sont aujourd'hui les intermédiaires entre Dieu, les saints, Jésus-Christ par excellence. Mais je n'ai pas oublié les autres saints. Ils sont nombreux. Ils sont nés dans différentes contrées. Que ce soit Bouddha et autres, Shiva, Confucius et autres. Chacun a agi à sa manière. Mais ils ont apporté une partie de savoir à l'humanité. Mais au-dessus de tout cela, je place le Seigneur Jésus-Christ qui a été le maître, qui est venu donner un enseignement aussi simple qui a été concentré dans un livre qu'on appelle la Bible. Faites un effort de rentrer en jeûne, de rentrer dans les prières et de vous rattacher au royaume de Dieu. Vous rattacher à la croix de Christ. Vous rattacher à l'exemple de cette femme qui a marché avec beaucoup de courage. Elle coulait du sang depuis des années. Mais lorsqu'on lui a dit que Jésus donnait la guérison, elle a pris la décision, coûte que coûte, d'aller rattraper
cette femme. Elle a pris rattraper Jésus. Mais il y avait beaucoup de gens. Elle ne savait pas comment arriver là. Mais en elle, il y avait un motif intérieur qui lui disait, vas-y, si tu touches la soutane de Jésus, tu trouveras la guérison. Et cette femme est allée, malgré qu'il y avait beaucoup de gens, elle s'est frayée un chemin. Elle a juste touché le pan de la soutane de Jésus. Jésus a senti une énergie sortir de lui et il a déclaré, quelqu'un m'a touché. La foule a regardé Jésus. Tu sais, les humains qui ne regardent qu'avec les deux yeux n'ont pas compris pourquoi Jésus a dit qu'une énergie était sortie de lui. Mais bien sûr que les uns ont posé la question, mais enfin, comment celui-là, parmi tant de gens, peut-il dire que quelqu'un a touché sa soutane? Non, on l'a touché physiquement, mais au plan de l'énergie spirituelle, au plan de la consommation de la puissance qui n'est pas dévoilée, la puissance invisible. Celle-là, elle a ressenti la charge. Le besoin de guérison de cette femme est passé par sa main sur cette soutane. Et finalement, en tenant la soutane, cette femme a trouvé la guérison. Ce sang qui coulait depuis très longtemps a cessé de couler. Peuple de Dieu, n'ayez pas peur. Chers frères compatriotes du Congo-Brazzaville, chers frères compatriotes africains, n'ayez pas peur. C'est vrai que vous êtes en danger avec ces dictatures institutionnalisées. C'est vrai que les monarchies constitutionnelles sont en danger parce qu'ils apportent le crime, ils apportent la mort, ils apportent la terreur. Quand on parle de terrorisme, on n'arrive pas à situer ou on refuse de situer les vrais terroristes et on va choisir parfois des résistants. On leur attribue le nom de terroristes. Est-ce que au Congo-Brazzaville, en toute honnêteté, si vous mettez une Toumi d'un côté et Sassou de l'autre, qui serait le terroriste? Si je vous réponds Sassou, vous direz que ben, voilà, il est contre Sassou. Mais je ne connais pas ce monsieur, je n'ai rien à foutre avec lui. Mais la réalité, c'est que c'est un terroriste, mais c'est un monstre. On ne peut pas le comparer à un Toumi. Toumi est en légitime défense. Et malgré sa position de légitime défense, il n'attaque que lorsqu'il est dans le besoin. Est-ce qu'on peut empêcher aux populations qui sont dans les forêts? Est-ce que ces populations-là n'ont pas faim? Est-ce que ces populations-là n'ont pas besoin de soins? Vous allez reprocher à ces populations de chercher à manger alors que vous êtes en train de les bombarder nuit et jour avec des missiles? Ces populations n'ont pas le droit de se protéger lorsqu'ils apprennent que dans ce convoi, il y a du carburant, ils pourraient avoir des médicaments, ils pourraient avoir des armes. Mais vous, à leur place, vous ferez pire. Mais eux, ils se sont contentés, malheureusement, je déplore la mort de cette petite fille, qui est une victime collatérale. Mais en réalité, ils n'étaient pas partis là pour brûler le train et tuer le conducteur. Ils sont partis pour s'approvisionner. Je ne soutiens pas le crime. Non, pas du tout. Mais je ne soutiens pas non plus qu'on puisse affamer les humains. Je ne supporte pas non plus qu'on puisse terroriser les humains. Je ne supporte pas non plus qu'on puisse assassiner les humains comme Sassou Nguesso le fait depuis plus de 40 ans. Parce que vous comptez 33 ans les années que Sassou est au pouvoir. Mais non, Sassou est au pouvoir pendant que Marien Ngouabi était en prison. Qui est allé délivrer Marien Ngouabi? Ce n'est pas Yombi, Sassou Nguesso et autres qui ont formé un commando pour aller sortir Ngouabi de la prison. Mais Sassou Nguesso était à l'œuvre depuis ce moment-là. Alors il faut savoir compter les moments de pouvoir de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a travaillé sous l'homme de Ngouabi, mais en réalité il était le maître à jouer. C'est les Kiganga, Kikadidi, Kimboala Kaya. Nous allons prendre encore Ange Diawara et autres. Mais s'ils ont été tués, mais c'est à cause des trahisons perpétuelles de Sassou Nguesso. Ils infiltrent le système des autres avec leur affaire de matricule 22. Ils organisent un plan. Sassou Nguesso se dit matricule 22. Lorsque le plan est finalisé, Sassou Nguesso sort du matricule 22. Il va tout trahir chez Yombi et Sassou. Et lui-même, il organise des expéditions qui vont assassiner des humains qu'ils arrêtent pourtant comme des prisonniers de guerre. Mais finalement, il les assassine et les exhibe au stade. Non, il n'y a pas de justice dedans. Pas de justice parce que Sassou Nguesso que tue depuis 68, j'allais même parler de 63, jusqu'aujourd'hui, c'est le même qui est au pouvoir. Il continue à tuer, c'est sa politique par excellence. Et vous voulez qu'on puisse supporter ce monsieur? Non, merci. Je ne suis pas dedans. Alors, vous qui êtes à Pointe-Noire, ce n'est pas la peine de me passer les coups de fil parce que vous avez peur. C'est pas la peine de me passer des coups de fil parce que vous croyez que je vais être tué, parce que j'ai cité un certain nombre de gens, parce que j'ai prononcé le nom du colonel Louembe. Non, je n'ai pas peur que je sois tué. Vous ne serez pas tué. Non, vous n'êtes coupable de rien. J'ai cette fiche, pas au Congo,
par rapport au renseignement d'un Congolais. J'ai cette fiche parce que je suis né à Pointe-Noire. J'ai grandi à Pointe-Noire pendant 40 années. J'ai travaillé pendant 23 années dans une grande entreprise du Congo-Brazzaville à Pointe-Noire. Alors, les talkie-walkie des militaires et des policiers étaient chargés au niveau de la gare de Pointe-Noire. J'en étais responsable et j'en assumais la sécurité parce que lorsque vous branchez un talkie-walkie, il y a des messages codés qui passent. N'importe qui ne peut pas avoir accès à ces messages. Et j'avais la confiance de ces grandes personnes. Lorsque le colonel Lembe a été maltraité, j'ai été au courant. Mais de plus en plus, la fiche s'ouvre. Alors, si mes sources ont peur, elles n'avaient qu'à cesser d'avoir peur. Elles n'avaient qu'à cesser de menacer. Elles n'avaient qu'à cesser de trembler comme des petites personnes qui veulent se venger des échecs de la vie. Non, il faut rester serein. Lorsqu'on a confiance en Dieu, on reste serein. On garde la tempérance. Ne dit pas-on que la patience est la vertu la plus utile? Que c'est la mère des vertus? Alors soyez patients. Entrez dans le jeûne. Entrez dans la prière de la foi. Entrez dans la prière du juste. Sanctifiez-vous, mettez-vous à part pour Dieu et travaillez efficacement. Rien ne vous arrivera. Sassou tombera. Ces monarchies constitutionnelles tomberont si toute la jeunesse africaine se met en branle. Non pas qu'ils soient des jeunes qui réagissent par rapport aux situations, mais qu'ils se mettent en branle pour empêcher ces monarchies constitutionnelles. Sinon, ils vont vivre dans un état de soumission perpétuelle. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Jeunesse, arrêtez ces monarchies constitutionnelles. Jeunesse du Congo-Brazzaville, jeunesse africaine, vous êtes en danger avec ces dictatures institutionnalisées. Il faut coûte que coûte les éradiquer. Vous en avez les moyens parce que vous êtes nombreux. Alors, n'ayez pas peur. Du courage, mes chers bien-aimés. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous éternellement.